Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Série et compagnie qui part en quête de sensations fortes, d'émotions, d'autres regards sur le monde et ce à travers tous les écrans. Avec un grand nom du cinéma indépendant américain, Gus Van Sant fait l'objet d'une rétrospective et d'une exposition à la Cinémathèque. Mais c'est à l'occasion de la sortie de son nouveau film The Sea of Trees qu'il partage avec nous sa conception de la mise en scène. L'événement série de cette fin avril, c'est bien entendu le retour de Game of Thrones pour une saison 6. Alors, en attendant de savoir si Jon Snow a péri ou pas, petite analyse philosophique du phénomène. Beaucoup de regards féminins dans cette émission. Elle porte un patronyme célèbre dans le monde de la finance, mais Anna Rothschild a choisi l'art pour vocation. Écrivain, auteur de documentaires, première femme, présidente de la National Gallery de Londres. Elle se raconte à travers ses liens avec le 7e art et la série. Nous déclarons notre flamme à la réalisatrice Rebecca Miller et à la comédienne Greta Gerwig qui nous ravissent avec leur comédie autour de la maternité, Maggie Has a Plan. Et en parlant de comédie, on commence tout de suite avec une jeune humoriste prête à conquérir le grand écran, la pétillante Bérangère Krief. Elle a conquis le public sur scène par sa blondeur, sa gouaille et son humour doucement décapant qui lui permet de brocarder les hommes comme les femmes avec le même air angélique. Pas étonnant que le cinéma fasse de plus en plus les yeux doux à la pétillante Bérangère Krief. Dans Adopte un veuf, elle débarque telle une tornade dans la vie d'un homme éploré incarné par André Dussolier. S'il vous plaît. Bonjour. Hubert est pas là? Non. Vous faites quoi, vous, ici? Bah, j'habite là. Vous connaissez Hubert? Non, en fait, non. Non, on croit connaître les gens, on sonne à la porte et on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Oh, le fou cul. Bérangère Krief ou la parfaite Girl Next Door? Bérangère, qu'est-ce qui prédomine comme sentiment quand vous voyez votre nom en haut de l'affiche? Le stress ou le plaisir? Le plaisir. Non, j'ai essayé de ne pas transformer. On a souvent tendance à transformer tout en stress. Et en fait, je me dis que c'est juste trop cool. Donc je vis tout ça comme la chance de pouvoir réaliser un rêve d'une petite fille qui a envie de faire ce métier. Alors, j'ai fait beaucoup de choses avec mon spectacle, mais le cinéma, pour moi, c'était très fermé, très... Voilà, et je me retrouve là avec André Dussolier, donc pour un premier rôle, alors que j'ai tourné 2 films, en fait. Et voilà, donc c'est une très grande chance, donc aucun stress. À quel point est-ce que ce personnage vous ressemble? Je dirais que c'est une version raccourcie de moi, c'est-à-dire que c'est moi complètement désinhibée. C'est-à-dire que ce qu'on voit de Manuela peut être ce que je suis quand je suis en famille ou avec des gens que je connais bien, dans un environnement que je connais. Mais quand j'arrive, voilà, je rentre un petit peu tout doucement, je regarde un peu à qui je parle. Je ne suis pas trop du genre à mettre les pieds dans le plat, finalement. Ah, Hubert, c'est bien parce que... Qu'est-ce que tu fais? je reçois les personnes pour la colloque. Mais quel colloque? Vous m'avez dit que vous étiez d'accord, vous vous souvenez pas, la soirée Bourracho? Non, mais justement, j'étais complètement sous ce soir-là. Je sais plus ce que je disais. T'as jamais fait des trucs débiles quand t'étais ivre? Des jeunes comédiens face à un monstre sacré comme André Dussolier, ça crée quoi comme dynamique? Est-ce qu'il y a une curiosité réciproque? On se jauge, on s'apprivoise ou tout de suite il y a une espèce de communauté d'esprit dans le jeu? Alors nous, tous les trois, évidemment qu'on était plus que ravis de partager l'affiche avec André. Et en même temps, André, il était très heureux de cette collaboration, de se dire... Je joue avec la jeune génération, il se sentait aussi dans le coup, quoi, finalement. Et donc, c'était très touchant. Donc, il y a un vrai échange. Puis, il n'est pas donneur de leçons. Et puis, il m'a jamais dit, oui, fais ci, fais comme ça. Fais... Non, mais moi, pour l'avoir souvent interviewé et quelques fois vu travailler, c'est quelqu'un de très perfectionniste qui est très souvent en train de demander une autre prise. Ouais. Ça, vous l'avez observé? Il peut ouais, c'est-à-dire que les rôles s'inversaient. C'est-à-dire, il me disait, mais t'en penses quoi, toi, Bérangère, on la refait ou pas? Et moi, je disais, non, écoute, je crois que c'est cool. Hein. Alors que, vu l'expérience que j'avais, j'aurais pu dire n'importe quoi. Donc, parfois, mon côté un peu cool et détendu, tout va bien se passer, lui a fait du bien aussi. C'est tout juste si la gardienne me jette pas le courrier dans la figure. C'est pas nous, c'est PG. C'est bien, oui, bravo. C'est PG, me pousse pas, madame. Attends, mais Tu me pousses pas. Vous vous foutez de moi? Ça va pas, non? On est dans une cour d'école ou quoi? Est-ce qu'il y a des tics dont on doit se débarrasser quand on vient de la scène? Je sais que je peux avoir tendance à parler très fort et que c'est pas nécessaire, on me l'a pas reproché, mais je me dis c'est pas nécessaire et aussi trouver des nuances dans la voix un peu plus calme, un peu plus posée et que finalement il y a d'autres choses qui en découlent et qui sont pas plus mal. Mais j'ai la peur, oui, de l'humoriste qui en fait des caisses.
Et j'ai fait attention à ça. En fait, je suis très à l'écoute du metteur en scène et c'est comme ça aussi que je bosse mon spectacle en disant, voilà, mon metteur en scène est très présent et il vient très régulièrement et donc on fait des débriefs et à chaque fois que j'ai à changer des choses, je grandis aussi, donc voilà. Il y a un côté chez vous, Girl Next Door, c'est quelque chose que vous avez envie de cultiver ou vous avez déjà peur qu'on puisse vous enfermer En France, effectivement, on est tendance à s'enfermer dans des choses. Moi, par exemple, j'ai fait le plan cul régulier dans Bref, et la suite, ça a été que des rôles de nana en culotte qui couchent très simplement avec des garçons et qui n'est jamais amoureuse. Et finalement, c'est pas aussi ce que c'est dans Bref, parce que finalement, c'est une amoureuse. Mais vous avez eu le courage de les refuser, ces rôles? Oui, parce que je fais mon spectacle, je peux me permettre, parce que je me dis, voilà, j'ai mon spectacle qui me permet de m'épanouir et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc oui, je me permets de bien choisir les rôles que je veux faire et de les défendre du mieux que je peux, parce que j'en suis convaincue. Donc oui, la Girl Next Door, moi, ça me touche beaucoup déjà, parce que je sens que c'est aussi une accessibilité. Les gens font un transfert. Moi, quand je vais au cinéma, je me dis, j'aimerais trop être cette personne. Enfin, voilà, il y a des films qui m'ont fait rêver, des actrices qui m'inspirent. J'aime les marier à tout prix. Voilà, j'ai ce cinéma-là où finalement la femme est très mise à l'honneur. Je trouve que la femme drôle et sexy et jolie et machin, dans la comédie romantique américaine, elle est... voilà, il y a une vraie liberté. Une Cameron Diaz ou une Jennifer Aniston, c'est des filles hyper drôles. Et en même temps, on mate la coupe de cheveux et les fringues et machin, et elles nous font quand même rêver, et voilà. Mais il a moi ces cheveux. Bonjour. Bonjour. Je suis encore toute mouillée là. Je te préviens, hein, si t'es aussi égoïste que ça va pas le faire. Mais il est chaud là, il est brûlant, tu l'as touché? Je l'avais dans la main. Je dis juste qu'il est vieux, je fais attention à lui. Tu permets que je me finisse? Régulièrement, le cinéma, que ce soit le cinéma français mais hollywoodien, est agité par le fait que c'est considéré comme un milieu très machiste. Vous qui avez un sketch extrêmement drôle sur les inégalités hommes-femmes, vous y avez été confronté? Là, pour le coup, j'ai pas du tout eu ce que je peux dénoncer dans mon spectacle. Par contre, oui, chez les humoristes, les garçons, on sent que parfois les mecs, la fille marrante, ça les dérange un peu, quoi. C'est un peu c'est eux qui font rigoler, c'est pas la femme, quoi. Ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, et c'est une réalité, les rôles de femmes, comme ça, comme celui de Manuela, sont rares. Et que les garçons, par exemple, si on fait demain une comédie avec moi en rôle principal et puis un mec à côté qui est son histoire d'amour et tout, mais qui a un rôle moins important, on peut galérer à trouver des acteurs. Donc il y a une vraie inégalité dans les possibilités. Ah bah dis donc, elle pense à tout, ta mère. Moi, je pense que si ma mère, elle m'envoyait un colis, je pense qu'il y aurait une boîte de capotes et une carte du monde avec une petite croix pour me dire où elle se trouve. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Elle bosse pour un guide touristique. Elle parle 4 langues, sauf la langue maternelle. Est-ce que vous êtes une ambitieuse? Oui, je suis une ambitieuse, mais j'essaye de pas me faire bouffer par l'ambition. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de choses, mais il faut travailler. Donc je suis partie de Lyon, j'avais 20 ans, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait des pièces pas payées. J'ai cette ambition-là de réussir ma vie professionnelle en travaillant. Voilà, je cherche pas à gratter, je veux juste travailler. Bosseuse et pas bêcheuse, Bérangère Krief fait décidément souffler un vent de fraîcheur bien agréable sur le cinéma français. Chère Rebecca, dans mon cœur et depuis toujours, vous êtes bien plus que la fille d'Arthur Miller et que la femme de Daniel Day-Lewis. Vous êtes une réalisatrice doublée d'une artiste accomplie, de celles dont on dit qu'elles se sont faites toutes seules. Vous qui nous avez habitués à des drames, vous voici à la tête d'un triangle comico-romantique, une comédie hippie hilarante avec Greta Gerwig, Julianne Moore et Ethan Hawke. I really like what you're doing, though. Having a baby by yourself. I mean, not that it won't be hard, because it's going to be fucking hard, but I admire your courage, and I love babies. C'est drôle et bien écrit, on rit beaucoup, les seconds rôles sont excellents et New York très bien filmé. Mais enfin, une comédie, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Well, I think I was always
you know, as a person, on the more humorous side. First of all, that I really enjoy hearing people laugh in my movies. I genuinely think that humorlessness is the enemy of civilization. And so I feel like, you know, building comedies, it seems like a good, it's kind of a very good thing to do at this time in the world. Do you want to hear your horoscope? No. He's totally self-absorbed while I do every single practical thing. It's too bad you can't give him back to his ex-wife. I'm really interested in happiness. That sounds ridiculous, but I think like one of my favorite filmmakers is Mike Leigh, and I remember reading something about his films, and someone pointed out every one of his films concerns why is happiness not equally distributed? And in a way, that's what I loved about these characters in this situation. Could easily be a tragedy, but that they are buoyant and they have buoyant spirits. And in a way, it makes it seem more honest because it doesn't go along the track of the well-worn track of tragedy in this situation. That it's because life is always this mix. Yeah. Amoureuse de la langue et écrivain vous-même, vous nous servez une de ces fameuses screwball comédies américaines, des comédies loufoques basées sur le verbe et le rythme. Résultat, les dialogues et l'intrigue partent dans tous les sens pour notre plus grande joie. A screwball in baseball is where you throw a ball and it's spinning in such a way that you don't know which way or it has its own weird trajectory. So the whole idea is that in screwball, like you're going this way and then whoa, you go this way and then hey, and just at the last minute, you know, in our film there's another screw, you know, like so it's and to me that's really, I mean, that's life. I just don't like leaving my destiny. To destiny? Right. Are you okay? I'm in love with you, and I don't want to be married to Georgette anymore. Well, I think it's about, definitely for me, the way that I figured it out was through rhythm, almost like I'm thinking of it as music. You know, there's one thing where situations are funny, and that's one part of the comedy. But the other part of the comedy is the moment-to-moment rhythms of it, because language is really important to me. We have two of those. It's the best part of my life. Who's the guy? No guy. Well, actually, the man I've asked to be the father is named Guy, coincidentally. The words and images within words, the absurd combinations of words, and I don't know. I mean, I think, you know, also you have to work with actors who are funny. That's also really important because, you know, you can't work with an actor who's not funny. I feel like everyone I know who's a funny filmmaker, I don't know, it's like they write things that are funny and then they kind of, I don't know, it's like, it's really like you play the truth and it'll be funny. Greta, je vous rassure, vous êtes très drôle. D'aucuns disent que vous êtes la Diane Keaton d'une génération et d'autres une sorte de mix entre Bécassine et un super top modèle. Une chose est sûre, vous instillez la fraîcheur en nous et je sens une belle complicité avec Rebecca. For us, like something that this also takes time. I do best when I feel like I've kind of brain melded with the director. It's like someone who's like in the same boat. It's very mysterious. I need to get all the way in. Otherwise, it just feels like a performance, which it is a performance, but I need to feel like I'm really in it somehow. Is a kind of telepathic thing that starts to happen through two people having a journey together. Bah oui, c'est beau, Rebecca, cette complicité avec vos acteurs. Moralité, même si elle interroge le rôle de la femme dans notre société, il reste encore une place pour votre comédie dans le cinéma et c'est une des meilleures nouvelles de l'année. Chaque semaine, l'Extra Interview accueille un invité surprise pour explorer ses amours cinéma et séries. Aujourd'hui, c'est une femme pour qui l'art est au centre de tout qui nous rend visite. Anna Rothschild, membre éminente de la Tate Gallery, documentariste et auteure de L'improbabilité de l'amour, nous parle des séries qui ont forgé son écriture et des films devant lesquels elle a grandi. We didn't have a television until I was about 8 or 9. And then on Sunday afternoons, they used to have called a Sunday afternoon matinee.
and we weren't actually allowed to watch television except on Sunday afternoons. So I grew up watching these incredible black and white films. So, for example, you know, all of John Ford, and there were endless kind of country and western movies on Saturdays, and so that was Billy Wilder, and all those great directors were shown on Sunday afternoon. So that was my first introduction. I've taken many sentences from your book. One of them, one shouldn't live without music. Does it apply to you for cinema as well? I think I could, but I wouldn't want to. What are the movies you couldn't live without? I think in terms of humour, I think about the films of Billy Wilder. So I think of things like Some Like It Hot, and then I think of those things like Bringing Up Baby and all those with Cary Grant and all those wonderful Hollywood black and white kind of comedies. And then I think in terms of the kind of grand scale, you know, I love the Italians like Bertolucci or Antonioni, and things like, you know, do you remember that film called The Leopard? I think that was, who directed that? Visconti. Yeah. You know, I think there's something about the Italians and their kind of grandeur and the way that they invert things, which is incredibly exciting. So that helped me to think on a kind of broader scale, if you like. In your book, I don't remember the exact sentence, but you said that paintings own memories. When you think about a movie, is all your past stuck in it or something like that? It's like anything, you know, you read a book at 20, you read it at 30, you read it at 40, etc., and it means something different at different times, and cinema is rather the same. For example, if I take recently, now Gone with the Wind, you know, Gone with the Wind was a film which I watched when I was very, very young, and I was Scarlett O'Hara, you know, there was no doubt about it. I was absolutely everything, and everybody else was nobody. And then recently I rewatched it with my children, and of course, I watched them being Scarlett O'Hara, but I was seeing all sorts of other things I hadn't noticed. Sure. So, you know, I'm talking about very old movies now because I suppose I am drawn towards the classics, but these movies are literally part of my history, my landscape. You can put a date on how you fell in love with movies, but can you put a date on when you fell in love with television? I think, well, the first show that had a really huge impact on my generation was Monty Python. You know, so Monty Python came along and it was like, what? What the hell is going on here? You know, it was so anarchic. It was so, you know, exactly. You know, it was so kind of mad, and they cut it in funny ways, this, that, and the other. And I remember thinking that is really exciting. You know, there is something very, very, very exciting about that. I wish to complain about this parrot. What I purchased not half an hour ago from this very boutique. Oh yes, the Norwegian blue. What's wrong with it? I'll tell you what's wrong with it, my lad. It's dead. That's what's wrong with it. No, it's resting, look. And the humour, which sometimes worked and sometimes didn't work, and, you know, blah, blah, blah. So they took risks. All right, then. If it's resting, I'll wake it up. Hello, Polly! I've got a nice fresh cuttlefish for you if you wake up Mr. Polly Parrot. There, he moved. No, he didn't. That was you pushing the cage. I didn't. Yes, you did. There were all sorts of wonderful long-running soaps, like there was one called The Forsyte Saga, you know, Bouquet of Barbed Wire. By the way, I've seen these recently, they're terrible, but at the time I thought they were really brilliant. I thought they were works of genius. So, you know, and then, of course, then there were the more kind of, you know, the more worthy ones. So, for example, like Heimat or Berlin Alexanderplatz, or, you know, the foreign ones came to England earlier on as well. And then you saw this very, very sophisticated kind of storytelling. A lot of it came from Europe, actually, back to England rather than the other way around, although the English like to think they invented television, you know. But they took their revenge. They did. Since then. Yeah, they did. And there is something to say about great art, which is it doesn't deny complicated, touchy subjects. Yeah. Are there been times when you were watching a movie or a TV series where you thought, well, that's ballsy? You know, we were talking about Happy Valley, weren't we? You Yeah. know, a television series just been on, and in it there is a female policewoman and her alcoholic sister. I'm Catherine, by the way. I'm 47, I'm divorced, I live with my sister, who's a recovering heroin addict. I've 2 grown-up children, one dead, one who doesn't speak to me, and a grandson. And, you know, this woman who's very attractive and walking around, but, you know, she has to be a man, you know, in a way. You know, she's a woman in a man's world. And so she is behaving and reacting to things in a very masculine way. She's very unself-conscious. She's running up a road, you know, she's not thinking in a kind of Angelina Jolie type way about what she might look like or how she might sound. There's none of that, you know. Everything's hanging out and she's crying and her mascara's running and she's saying things which clearly to her are very, very painful.
and you think, yeah, okay, I'd like to be a bit more like that. You know? Which is a kind of a very brutal truth. Yes. Is it what you are looking for in a... I'm always going to say in a movie or TV series, Yeah, but basically in art I think form. in anything. Well, I think there are different. There are different stories which need different treatments. Yeah. But yes, I think that if you don't hit the truth, it doesn't resonate. Did watching TV series and long-length fiction inspire you in the writing of this choral novel? No, I think that we've become much more sophisticated, actually, at watching series. And actually, when I was thinking about writing, I was thinking, I don't just want to tell us a beginning, middle, and an end, because now I know we can chop and change and put things here and move timelines. And, as viewers, as audiences now, we're very sophisticated. We're used to that because of television. In a way, it's like saying that television educated us. I think, me, yeah. I think I learned a lot from television. Do you watch movies and TV series differently? Yes, I think I do. I think there's something about watching a cinema, particularly if you go into a theatre, so it's dark, you're with other people, it is a kind of experience that there's, the curtain goes up, the lights come down, you're preparing yourself for that experience. Whereas if you're watching a television series, you tend to be at home, you've got your feet up, the dogs jumping all over you, the children want dinner. It's a very different experience somehow. But I have to say I'm a sad person because I watch so much television. I think television now is, dare I say this, often better than movies. You can say this. Can I say that? Oh yeah, twice. Do it again. Et bonne nouvelle pour cette amoureuse de série, son roman L'improbabilité de l'amour sera prochainement adapté à la télévision. Dans quelques instants, le Screen Parfait a rendez-vous avec un grand réalisateur américain. Si je vous dis My Own Private Idaho, Éléphante, Palme d'Or au Festival de Cannes ou encore Will Hunting, vous l'aurez compris, c'est Gus Van Sant à qui la Cinémathèque rend hommage qui nous offre une leçon de mise en scène à l'occasion de la sortie de son nouveau film The Sea of Trees. Mais avant cela, Madame et Série se plonge dans la nouvelle saison de Game of Thrones et pour l'occasion dévoile les influences philosophiques de cette saga totalement culte. Cette semaine, on commence avec deux petites merveilles dont les nouvelles saisons arrivent sur OCS. La première, c'est VIP, comédie politique satirique hilarante dans laquelle nous suivons le quotidien de Selena Meyer, présidente américaine intérimaire entourée d'une équipe de bras cassés digne de nos pires cauchemars. La seconde, c'est la comédie de geek ultime Silicon Valley qui nous raconte comment une bande d'amis tente de vendre son appli révolutionnaire sans se faire dévorer par les requins du business. Et maintenant, changement de décor. Attendu comme le Messie, Game of Thrones est enfin de retour. C'est une série qui nous pousse dans nos retranchements moraux et se plie parfaitement à des réflexions philosophiques sans même que nous nous en rendions compte. Marianne Chaillan, professeure de philo à Marseille, nous explique comment. Game of Thrones, tous ceux qui connaissent un peu l'intrigue voient d'emblée que c'est une série qui va poser des questions de philosophie politique. Mais ce qui m'a plu à moi, c'est qu'elle posait des questions de philosophie morale. J'ai imaginé que j'avais à côté de moi Kant, Bentham, Machiavel, Hobbes, un certain nombre de philosophes, des experts, qui allaient analyser les personnages, le scénario, et qui allaient nous dire lesquels des prétendants au trône de fer avaient leur chance, lesquels n'en avaient pas. On va voir si la suite donne raison à Machiavel, à Hobbes, à Kant, à Bentham, on ne sait pas. Dès son premier épisode, Game of Thrones s'est imposé comme un outil de torture parfait pour notre code moral, en présentant une galerie de personnages provocants et à la limite de l'acceptable. Le premier épisode, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on assiste pas moins qu'à un des personnages principaux, Tyrion Lannister, le nain, qui se rend dans un bordel pour consommer les plaisirs de la chair avec plusieurs prostituées. Come on, girls. On a un couple incestueux, c'est son frère et sa sœur, Jaime et Cersei, qui, bon, non seulement sont incestueux, mais se révèlent meurtriers puisqu'ils tuent un enfant. Donc c'est vrai que d'entrée, on comprend que c'est une série assez particulière où une extrême violence est associée à une extrême crudité dans tout ce qui est question sexuelle. Et là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie de regarder quelque chose comme ça? Est-ce que c'est immoral? Est-ce que c'est atroce? Ou est-ce que cette violence et cette monstration de la sexualité a une consistance philosophique?
The things I do for love. Depuis son lancement, la série joue avec ses personnages qui évoluent de manière surprenante. Et en les voyant passer par toutes les teintes de gris, nous sommes nous-mêmes en pleine remise en question. Tout le monde pense que les Stark sont les gentils et les Lannister sont les méchants. Ce que j'essaye de montrer, c'est que dire ça, c'est s'inscrire dans une famille de philosophie morale. Et pour certains, qui ont leur raison vraiment rationnelle, la façon d'agir des Lannister, qui peut paraître abominable, par exemple, quand Tywin Lannister fait exécuter les Stark dans l'épisode terrible des Noces pourpres, on pourrait dire que Tywin est un bourreau atroce. Et en fait, on peut trouver une rationalité, et plus encore qu'une rationalité, on peut trouver un sens moral à l'action de Tywin. Ça peut paraître étonnant a priori, mais Tywin, commanditant l'assassinat des Stark dans l'épisode des Noces pourpres, épargne la vie de dizaines de milliers de soldats sur le champ de bataille. Si on réfléchit, en tout cas, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de bon ou de méchant, à part, par exemple, Joffrey. Je crois que lui, c'est difficile de le sauver, mais lui, effectivement, est méchant. Mais sinon, tous les personnages nous permettent de réfléchir sur la question du bien et du mal. Avec plus de 700 morts au compteur en seulement 5 saisons, dont des personnages centraux, Game of Thrones impose une réflexion sur la mort, sujet majeur de la pensée philosophique. Il y a plusieurs phrases clés, mais il y en a une que vous connaissez qui dit « Valar Morghulis, tous les hommes meurent ». Please don't go, Jaqen. Jaqen is dead. Say it again. Valar Morghulis. Valar Morghulis. La répétition de cette phrase, Valar Morghulis, semble nous dire que cette série nous invite à réfléchir à la pensée de la mort, ce qui ferait d'ailleurs d'elle un objet très philosophique. Et le philosophe était celui qui apprenait à accepter la mort, justement, en la réfléchissant par avance, en la comprenant comme une donnée essentielle du vivant, etc. Donc, a priori, c'est une série qui nous fait penser à la mort. Et en fait, ce qui m'a montré que c'était pas du tout ça, mais l'inverse, c'est une réplique que j'ai adorée de Peter Baelish. Il est avec son fils, son jeune fils, qui n'est jamais sorti du château. Et Peter Baelish l'invite à sortir et le petit a peur. Il dit « mais je risque de mourir ». Peter Baelish lui répond « Everybody dies, sooner or later. And don't worry about your death. Worry about your life. » Valar Morghulis, c'est Montaigne qui nous dit philosopher, c'est apprendre à mourir, le but de notre carrière, c'est la mort. On se dit que c'est une série traditionnelle en matière de philosophie, c'est-à-dire méditation de la mort. Baelish, c'est Spinoza qui dit le sage n'est pas celui qui médite à la mort, mais celui qui médite au fait de vivre. Bien sûr, nous allons mourir y compris sans avoir achevé ce qui aurait pu être notre raison de vivre. Peut-être comme Jon Snow, qui est mort sans avoir accompli son destin. On pourrait dire que c'est une méditation de la mort, cette série. Eh bien, c'est possible qu'au contraire, ce soit une méditation de la vie. La série serait donc une méditation sur la vie, mais notre espoir de voir Jon Snow revenir dans cette 6e saison trahit notre peur chronique de la mort. Quant au fait que nous pensions qu'il est impossible que Jon Snow soit mort, peut-être, pour le coup, s'il fallait lui donner un sens philosophique, on pourrait lire ça comme une impossibilité de penser complètement la mort dans sa brutalité, dans un déni de mort. On sait que Valar Morghulis, tous les hommes meurent, on le sait. Et c'est peut-être le lien affectif que le public a avec Jon Snow explique ce déni de la pensée de la mort que nous faisons à son propos. C'est Heidegger qui parle de ça, dans Être et temps, de cette impossibilité, de ce déni de penser jusqu'au bout la mortalité. I thought he was the man to lead us through the long night, but I was wrong. La saison 6 de Game of Thrones, c'est le lundi à 20h55 sur OCS City, dès le lendemain de sa diffusion américaine. Et nous vous garantissons qu'après la lecture de l'ouvrage de Marianne Chaillan, vous ne verrez plus jamais la série comme avant. Un adolescent américain de 64 ans, récompensé par une palme d'or, s'expose actuellement à la Cinémathèque française et rentre dans l'histoire. Gus Van Sant, cinéaste aux multiples visages, qui pratique la peinture et la musique, comme son aîné David Lynch, nous ouvre un peu de son atelier d'artiste. L'occasion était trop belle de rencontrer celui qui, en 16 longs métrages, n'a cessé d'inventer des films
avec des dispositifs visuels forts, un cinéaste anticonformiste, audacieux et terriblement timide. Bonjour Gus Van Sant. Bonjour. La Cinémathèque française vous consacre une exposition dans laquelle nous sommes et une rétrospective de l'intégralité de vos films. Dans cette expo, on découvre deux éléments fondamentaux de vos mises en scène, en tous les cas qui éclairent votre travail de metteur en scène. C'est d'abord le storyboard de Malanoche, votre premier film en 1986. Pourquoi ne plus avoir utilisé de storyboard et est-ce que vous considérez que c'est un outil qui peut aider la mise en scène? Yeah, the storyboard which I was using on Malanoche, I was saving money to shoot the film, so I had a lot of time to draw a storyboard, which, you know, takes a bit of doing, like for a whole film. But I storyboarded the whole film. It's like 4 volumes of drawings, and I followed the storyboard. Like whenever I was shooting, I was following the storyboard and Xing out the shots that I was trying to get and made. So I just thought that was the way that a person would make a film until the next film, which is Drugstore Cowboy. So I realized I was never going to actually achieve the storyboard and keep within the budget. So I just changed my method. I started to block the scene first and try to like shoot according to like the blocking, as opposed to in Malanoche, the storyboard like dictated the blocking. There are 2 different ways to work. I like both ways. Sometimes I draw storyboards for more difficult scenes that other departments need to know about because they're building things, or there's a lot of extras involved. I like to pre-plan the shots. You're sort of pre-making the film. It's Hitchcock's way, and I did like doing it. L'autre élément important qu'on découvre, ça concerne votre prochain film, celui qu'on va découvrir en France le 27 avril, Nos souvenirs, et ce sont les plans de tournage. Et d'un seul coup, ces plans montrent les mouvements de caméra que vous avez choisis de façon aléatoire, selon le principe du jeté de dés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux? Et est-ce que la mise en scène, c'est ça, un jeu de hasard? Hello? Is anybody there? Hello? Hello? There is no one. And what was that? Tamashi. What's Tamashi? Tamashi are spirits. Well, you can make it. I mean, I was making it a game of chance for this. I was trying to follow, we were trying to like kind of instill a philosophy when we were beginning Sea of Trees. And part of the philosophy started to become influenced by Brian Eno. I had a book called Visual Music that he made, and a lot of his systems had been just that. They would be systems. A lot of his creations, musical creations, had started with a system, quote-unquote system. The systems often had something to do with like an order, like, and some of them included graph paper, like the graph paper in the book. And if you apply chance to camera angles, and you have the location, and you have the action of the character, you can plot where the camera is by rolling dice, because you have like a graph, and it can tell you where the camera is. So if it's you and I, instead of the camera being over your shoulder, it can be anywhere in the room, you know, it can be over there, it can be there. So you can throw a dice and figure out where. All the camera angles are pretty useful. In the case of those, the camera angles were also traveling, so it would go from, you know, A to B. So sometimes it would go through the characters. And we had a camera sort of like this one where it's moving around. It was a movie. So you could walk the camera wherever you wanted, and sometimes it was on a rope, so you could like fly the camera. So we would, every morning I would sit down, when we were shooting in the woods at least, I would sit down and draw a little watercolor of the location with trees and rocks.
and I would decide where the camera began and ended arbitrarily as at least one of the shots, and then we would add shots to it, but one of the shots was usually from the dice. Cut. Cut. Do you like that? Well, cutting that. Do you want to try one more? That was perfect. Vous ne vous êtes jamais caché que vous avez volé des plans à Hitchcock, à Béla Tarr, à Chantal Akerman. Est-ce que c'est en copiant qu'on invente sa mise en scène, Gus Van Sant? In Last Days, we were copying, I think, a cinematic style that we perceived in Chantal Akerman's Jeanne Dielman, which was when the character is in a particular room, the camera is always in one part of the room, looking in a certain direction. And when they walk to the next room, the camera is always in that same position. So it's almost like surveillance. I don't think it ended up making the film look like Jeanne Dielman. There was a certain like personal quality that, or alone quality that the lead character has in Jeanne Dielman that did apply to our character. He was alone in a house. She was alone in her house. So maybe that was one of the sort of signals that this quality of them being alone that sort of attracted us to like the style of shooting. Dernière question, Gus Van Sant, c'est un rituel, je la pose à tous les metteurs en scène que je rencontre. Pourquoi filmez-vous? I think I was originally making paintings, and I think I got interested in cinema in the same period of time that I was like learning painting. There was another teacher. There was my art teacher, but there was an English teacher who was showing us Citizen Kane, and he was showing us some short films from the Canadian Film Board that were for students, but they were quite experimental. And I think it seemed like an extension of cinema, or at least of art extended into cinema. So my original reason why was it was an extension of my visual art. Why I was making visual art was maybe decorative, like something to put on the wall, or something provocative to show people or to look at yourself. So both decorative and provocative. Ciné, série et compagnie, c'est presque fini. Si vous avez été ému par ces grands tirages en noir et blanc, rendez-vous à la conciergerie qui sert d'écrin aux œuvres d'un artiste peut-être inattendu pour certains, Nikos Aliagas. L'animateur, toujours en quête de bribes d'humanité, dévoile une véritable sensibilité. Il mêle célébrité et anonyme et photographie avec la même douceur les pêcheurs de Lesbos ou les mains de Joe Star. Et histoire de prolonger ce plaisir du noir et blanc, je vous invite à découvrir un film argentin d'une rare élégance et absolument bouleversant, Un homme charmant. L'histoire bouleversante d'une jeune veuve qui se demande si elle doit se remarier rapidement pour subvenir aux besoins de ses enfants. Un film qui vous poursuit pendant très très longtemps. Et sur ce, toute l'équipe vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle traversée des écrans. Salut!